Attention, information importante. Comme chaque année, je serai au Salon du Livre d'Histoire de Versailles les samedis 22 et dimanche 23 novembre pour interviewer 12 auteurs et pourquoi pas vous rencontrer finalement. Ce festival 100% Histoire, c'est à l'Hôtel de Ville de Versailles, entre autres, de 14h à 18h30. Venez rencontrer les auteurs et pourquoi pas préparer vos cadeaux de Noël, puis aussi vous faire plaisir évidemment. Bon à savoir, l'entrée au Festival Histoire de lire nécessite la réservation en ligne de votre billet. On se retrouve là-bas, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et il faut rappeler qu'elle a été sensible au récit alarmant de son ami José Manuel Hidalgo, venu lui décrire en 1858 la politique anticléricale des libéraux mexicains. Et Eugénie, qui se méfie des orientations libérales de son mari, pousse à une intervention qui serait autant une défense de la foi qu'un projet politique. Et c'est comme ça que l'affaire mexicaine apparaît comme une vraie convergence, prestige international, opportunités géopolitiques, défense religieuse et ambition économique. Et Napoléon III imagine un grand empire catholique en Amérique, placé sous l'autorité de l'archiduc Maximilien, frère de l'empereur d'Autriche François-Joseph. Une telle construction offrirait à la France une position dominante en Amérique latine, réconcilierait l'Autriche et la France après l'Italie et permettrait d'isoler la Prusse de Bismarck. Vous savez que on dit, et à juste titre, toujours la France se grandit ou s'affaiblit selon ses adversaires. Elle a toujours un adversaire à sa hauteur, que ce soit l'Angleterre et après la Prusse, puis l'Allemagne. Évidemment, notre histoire grandit à l'aune de nos vaillants ennemis, si vous voulez. Bon. Mais ce rêve construit dans les salons des Tuileries et puis les bureaux de l'état-major parisien va se heurter quand même à la réalité mexicaine. Le pays, traversé par des guerres civiles, n'est pas une page blanche. Il est animé par une tradition de résistance et par la volonté inflexible de Benito Juárez. Dès lors, ce qui a commencé comme une opération limitée prend vite la forme d'une guerre coloniale, coûteuse et extrêmement sanglante. Derrière l'expédition du Mexique se révèle le portrait d'un Napoléon III, encore une fois contradictoire, à la fois romantique et pragmatique, autoritaire et libéral, visionnaire et totalement naïf. C'est cet empereur, fragile et audacieux, qui entraîne la France dans une guerre lointaine, persuadé qu'il peut refaçonner le monde. Toute ressemblance avec... Et c'est dans l'ombre de ce rêve impérial que la petite hacienda de Cameron va devenir, par le sacrifice d'une poignée d'hommes, l'un des symboles les plus durables du Second Empire. Je vous disais tout à l'heure, le Second Empire vit dans un dialogue permanent avec l'opinion publique. Napoléon III, plus que ses prédécesseurs, et c'est important d'avoir tout ça en tête, a conscience de l'importance du suffrage et de la presse, même si la presse est muselée. Ces guerres sont donc des spectacles politiques. La Crimée, d'abord, a redonné à la France une stature européenne. Elle a fait oublier Waterloo, elle a fait oublier Sedan. Évidemment, Sedan n'est pas encore arrivé, mais elle nous permet de revenir un peu, d'être à nouveau fiers de notre armée. Les victoires d'Italie ont nourri aussi l'illusion d'un empereur héritier de son oncle, chef de guerre capable d'écrire une nouvelle épopée. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Mais dès 1859, vous avez des ambiguïtés qui commencent à apparaître. Alors vous avez Magenta, Solferino qui glorifie encore une fois l'armée française, mais l'unité italienne en marche inquiète. Est-ce que ça va devenir un nouvel ennemi ? Elle affaiblit le pouvoir temporel du pape, ce qui provoque évidemment la colère des catholiques français. Et ce premier malaise religieux est capital parce qu'il prépare tout simplement le terrain de l'expédition mexicaine. Beaucoup vont y voir une compensation, une manière de réparer l'atteinte faite au Saint-Siège. Avec le Mexique, le rapport de l'opinion change profondément. Cette fois, en plus, le théâtre est lointain, incompréhensible pour la majorité des Français. Les raisons officielles, des dettes impayées, la protection des Européens paraissent littéralement secondaires, presque à la limite même mesquines en fait. L'échec de Puebla, le 5 mai 62, cristallise cette fois les doutes. La retraite des 6000 rapportée dans la presse devient un symbole de fiasco et quand Napoléon III envoie des dizaines de milliers d'hommes supplémentaires, une partie du public comprend qu'il ne s'agit plus d'une expédition limitée, mais d'une véritable guerre coloniale, coûteuse
est littéralement obscur. Et du coup, si l'opinion française s'est enthousiasmée pour la Crimée ou l'Italie, là, elle devient cette fois méfiante et parfois carrément hostile. L'expédition du Mexique est perçue comme lointaine, ruineuse et surtout sans rapport direct avec les intérêts nationaux. Encore une fois, toute ressemblance, etc. C'est dans ce climat de scepticisme que l'héroïsme de Cameron va trouver un écho particulier, une lueur d'honneur, si vous voulez, dans une aventure largement discréditée. Pour comprendre l'expédition, il faut aussi plonger dans la réalité mexicaine du 19e siècle. Je fais un peu durer le suspense, mais il faut comprendre, je vous amène le contexte. C'est pas une proie facile, le Mexique. On n'est pas en train d'envoyer l'équipe de France de foot qui a été championne du monde face à trifouiller les Alouettes. Pas du tout. Le Mexique, c'est une nation marquée par les guerres d'indépendance et les luttes civiles depuis l'indépendance qui a été proclamée en 1821. Le pays n'a cessé de se déchirer entre libéraux et conservateurs. Autant dire qu'ils sont habitués. Les conservateurs, héritiers de l'ordre colonial espagnol, défendent les privilèges de l'Église et des grands propriétaires terriens. Ils redoutent, vous avez tous vu Zorro, ils redoutent les réformes, se tournent évidemment vers l'Europe pour trouver des appuis. Les libéraux menés par Benito Juárez, avocat d'origine zapotèque, devenu président, prônent la modernisation, séparation de l'Église et de l'État, redistribution des terres et fin des privilèges du clergé. Oups, ces lois de réforme adoptée à partir de 1859, bouleverse totalement l'équilibre du pays. Elle sécularise les biens ecclésiastiques, instaure l'état civil laïque et affirme l'autorité de l'État sur l'Église. Pour les conservateurs et une partie du peuple profondément attaché au catholicisme, ces réformes apparaissent comme une attaque contre la religion elle-même. Le Mexique bascule alors dans une guerre civile, larvée au départ, où chaque camp cherche des alliés extérieurs. Et quand Juárez décrète en juillet 1861 un moratoire de 2 ans sur la dette extérieure, la France, l'Espagne et l'Angleterre trouvent un prétexte parfait pour intervenir. Mais pour Napoléon III, l'enjeu, vous l'avez compris, dépasse largement la question des créances. Il s'agit de soutenir les conservateurs mexicains, de restaurer un pouvoir catholique fort et donc de bâtir, comme je vous l'ai dit, un empire latin en Amérique. La convention du 31 octobre 1861, signée à Londres, rassemble les 3 puissances européennes dans une expédition commune. Imaginez un petit peu, je répète, l'Espagne, l'Angleterre et la France. L'Espagne va débarquer la première à Veracruz, suivie des Anglais et des Français. Mais rapidement, les désaccords éclatent. Les représentants espagnols et britanniques refusent de s'engager dans une guerre ouverte contre Juárez. Ils souhaitent seulement sécuriser, leurs créances et protéger leurs ressortissants. La France, de son côté, vise carrément un changement de régime. Et la convention de la Soledad, en février 1862, négociée avec le gouvernement mexicain, scelle la rupture. L'Espagne et l'Angleterre se retirent, laissant la France toute seule. Et à partir de ce moment-là, l'expédition devient une aventure purement française, guidée par les ambitions de Napoléon III. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.